Le Cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On parle aujourd'hui d'un sujet, peut-être vous avez entendu parler, mais de loin, des administrateurs salariés. Oui, des salariés qui sont membres des conseils d'administration des grandes entreprises, parce qu'on reviendra évidemment sur la taille des entreprises. Comment ça marche? Qui sont-ils exactement? Comment ils réussissent à trouver ou pas d'ailleurs leur place au sein de ces conseils d'administration? On va en parler très directement avec deux spécialistes du sujet. Karine Doniens-Sauze, merci d'avoir répondu à notre invitation, directrice générale de l'Institut français des administrateurs et j'ai envie de rajouter et des administratrices. Merci d'être là, vous allez nous éclairer. Il y a beaucoup de publications d'ailleurs de l'IFA sur tous les sujets et pas exclusivement sur les administrateurs. Merci en tout cas d'être là. Et puis Hugues Epaillard est avec nous, administrateur salarié BNP Paribas, membre du syndicat SNB-CFE-CGC, et vous êtes coprésident du club des administrateurs salariés de l'IFA. Par le plus grand des hasards, on s'était rencontrés un peu à bâton rompu et vous m'aviez parlé de votre réalité, Hugues, d'administrateur salarié. Vous êtes donc au conseil d'administration de BNP Paribas, qui est un très bel établissement bancaire. D'abord, juste en quelques mots, mais c'est intéressant, comment on arrive doucement dans sa vie à devenir administrateur? Parce que j'ai vu que dans votre parcours, vous avez d'abord commencé comme directeur d'agence. Vous êtes aujourd'hui administrateur parmi des membres du conseil d'administration qui ont des jetons, qui ont des positions sociales importantes, qui ont une attitude, qui ont des titres pour certains d'entre eux, et vous êtes parmi eux. Comment ça s'est passé ? Écoutez, j'ai une carrière, je dirais, de réseau bancaire. Moi, je suis un pur produit, entre guillemets, BNP Paribas, BNP à l'origine, voilà, avec, comme vous l'avez dit, une carrière directeur d'agence, chargé d'affaires entreprise. À partir des années 2010, je me suis consacré à la représentation des salariés, une représentation sociale classique. J'ai été élu au comité social et économique, enfin ce qu'on appelait à l'époque le comité d'entreprise, puis au comité européen. Et je me suis toujours intéressé aux instances de décision, puisque vous avez envie de savoir où se prennent les décisions. Il y avait donc déjà une personne qui était administratrice salariée, puisque c'était une administratrice qui me précédait. Il y avait d'ailleurs, je dis, 2 personnes au conseil d'administration. Et quand cette personne est partie à la retraite, j'ai eu envie de la remplacer, tout simplement. Donc j'ai sollicité mon organisation syndicale pour pouvoir être candidat sur les listes, puisque chez BNP Paribas, c'est une élection. Juste un mot, puis je vais donner la parole à Karine Doniens-Sauze sur l'esprit de la loi, le pourquoi de 2 représentants. On a bien 2 représentants, je ne dis pas de bêtises, salariés. On fait attention à son costume, on fait attention à ce qu'on met comme chaussures, on se parfume un peu. Comment ça se situe quand on ouvre pour la première fois et qu'on va entrer? C'est très prestigieux, c'est très symbolique, dans la salle, le sein des saints d'un conseil d'administration. Comment on se prépare à ça ? Vous posez une assez bonne question, parce que effectivement, j'ai plusieurs présidents de conseil qui m'ont dit une des difficultés, c'est qu'il y a des administrateurs salariés, parfois on met du temps avant d'entendre leur voix. Effectivement, oui. Il faut passer dans vos petits souliers, quoi. Il faut passer le cap de l'instance. En fait, quand vous êtes représentant du personnel, vous êtes déjà entre membres de la même entreprise, ce qui n'est pas le cas du conseil d'administration, puisque la plupart des administrateurs sont extérieurs à l'entreprise. C'est quand même un truc assez important. Et surtout, quand vous êtes en conseil social économique, vous êtes dans une instance de consultation, globalement. Là, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Au conseil d'administration, vous êtes dans une instance de décision. Donc, on vous présente les projets en amont. La décision n'est pas encore prise, on vous sollicite pour la prendre, puisque, en tant qu'administrateur salarié, vous êtes un administrateur comme les autres. Vous donnez votre avis. Vous ne m'avez pas répondu. Voilà. Vous évitez mes questions. Est-ce que vous aviez un peu la gorge nouée? C'est ça que je voulais savoir. La première fois. La première fois, oui. On est d'accord. Alors, j'avais la chance de déjà connaître le directeur général pour l'avoir vu dans des instances. Mais oui, vous êtes un petit peu impressionné par l'instance. Enfin, moi, en tout cas, je l'étais. Je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais moi, je l'étais. Je me mets à votre place et j'essaie de comprendre. Et je pense que j'aurais été dans le même état d'esprit. Karine Doniens-Sauze, la loi Pacte, c'est la loi de 2019 qui permet donc à des salariés. D'abord, une question pratique, est-ce qu'ils doivent tous être mandatés par un syndicat ? Je crois qu'Hugues a dit quelque chose de très important. Les administrateurs salariés sont des administrateurs à part entière et doivent œuvrer à l'être. Ça, c'est très important. Et pourtant, ils n'accèdent pas au conseil de la même manière que d'autres administrateurs qui sont autour de la table. On l'a évoqué, certains viennent de l'extérieur, ils viennent de l'intérieur et surtout, ils sont les représentants d'une partie prenante de l'entreprise.
Donc ça a plusieurs conséquences et une grande valeur pour un conseil. Tout d'abord, ça permet à un conseil de prendre la mesure du climat social dans l'entreprise. Et puis, ça donne un point de vue intérieur-extérieur. Donc, quelle que soit finalement la façon dont les administrateurs salariés accèdent au conseil, ce qui importe, c'est qu'une fois qu'ils sont autour de la table, et l'important, c'est qu'ils ne soient pas seuls, qu'ils soient au minimum deux, mais tout dépend des cas de figure, pour pouvoir peser et porter leurs propos, c'est la valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir déployer pour contribuer à la dynamique collégiale de ce conseil dans toute la diversité qui est requise. Mais juste, je me tourne vers vous. Vous avez une vue panoramique parce qu'il y a ce fameux club des administrateurs salariés à l'IFA. Ils sont vraiment de plein pied dans les conseils d'administration et dans votre organisation. C'est pas si simple de prendre sa place dans un cénacle où j'ai regardé à la BNP, il y a quand même des personnalités importantes, des gens qui, pour certains, sont des dirigeants d'entreprise, des gens qui ont été très médiatiques. C'est pas si simple quand même, lorsqu'on est salarié, de s'exprimer, d'avoir entre guillemets la légitimité de le faire. D'avoir la légitimité et en effet d'avoir un rapport de pair à pair, Exactement. mais c'est la logique d'un conseil. C'est-à-dire quand on est dans un conseil, toutes les personnes, tous les administrateurs ont pleinement leur place. Mais il faut encore qu'individuellement, on le ressente de cette manière-là. Alors le club administrateur salarié de l'IFA a été créé dernièrement. Ça fait 2 ans en fait qu'il est dans sa configuration actuelle. Et c'est un des clubs qui rassemble le plus de membres et qui travaille le plus aussi parce que justement, il y a un certain nombre de questions qui sont les leurs. La formation, la posture, des sujets en propre de positionnement. Il y a beaucoup de travail de psychologie. Au-delà des sujets que vous connaissez, je me tourne vers vous, mais les sujets de votre banque, en tant que représentant syndical, vous les connaissez. C'est la façon dont vous allez les porter, c'est la façon dont vous allez argumenter, et c'est les enjeux en amont, c'est-à-dire que vous avez des informations, il faut le préciser, où vous êtes, il faut le dire à tous ceux qui nous regardent, dans une confidentialité absolue. C'est-à-dire que vous avez accès à des informations très confidentielles. En tant qu'administrateur, bien entendu, vous avez accès à des informations qui sont, pour une grande partie d'entre elles, classées secrètes. Alors, d'ailleurs, vous touchez du doigt un des grands sujets dont on débat au club des administrateurs salariés de l'IFA, qui est celui de la communication. Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes élu vous représentez les salariés, vous êtes élu par les salariés. Donc, les salariés, de façon très logique, vous interpellent et vous dites, mais qu'est-ce que vous dites pour nous? Qu'est-ce que vous faites pour nous? Et voilà, donc vous avez Pour le dire un peu cash, c'est un peu entre deux cymbales, quoi. Oui. Non, mais je veux dire, quand on regarde le syndicalisme médiatique mainstream des grandes chaînes de télé, ce sont des manifs, il y a des CRS, ça crie. Enfin, moi, je vois un syndicaliste progressiste qui est membre du conseil d'administration, qui réfléchit aux enjeux et à l'avenir. Enfin, vous dépoussiérez le syndicalisme d'une certaine manière? Vous lui donnez une autre image? Je dirais quand même que vous avez une vision caricaturale, un petit peu caricaturale. Enfin, c'est ce que je regarde à la télé, moi. Du syndicat. Oui. Ouais. Alors après, je ne jugerai pas de ce que les chaînes de télévision montrent du syndicalisme en France. Il y a quand même énormément, et même dans les comités socio-économiques et dans toutes les discussions qui ont lieu à côté, énormément de négociations qui se passent relativement bien. Chacun y va avec ses arguments. Voilà, là simplement, en fait, vous n'êtes pas dans une instance de négociation. Ce que vous faites, c'est que vous portez, comme l'a très justement dit Karine, une voix un peu différente, qui est la voix interne. Et assez naturellement, c'est quoi le plus des administrateurs salariés? Ça va être que l'administrateur salarié, lui, il est intéressé sur une vision très longue, il est très pérenne de l'entreprise. Alors, tous les administrateurs sont intéressés par la vision pérenne de l'entreprise, mais vous avez vraiment une vision longue. Si au pire, on vous dit il y a 1 ou 2 années sans dividende, parfois vous êtes salarié, ça va pas vous perturber. Oui, ça va pas vous perturber plus que ça. Ce qui vous intéresse, c'est que l'entreprise ait des projets longs, que l'emploi se maintienne et qu'il y ait surtout des projets d'avenir. Et nous, c'est ça qu'on porte. Et au moment, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, on parle beaucoup de responsabilité sociale et environnementale. Les administrateurs salariés sont évidemment très sensibles sur le S et sur le côté social. Et c'est vraiment quelque chose... Et moins sur l'environnemental? Vous oubliez le E aussi? On ne l'oublie pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les administrateurs le portent. À l'heure actuelle, enfin après Karine vous donnera peut-être son avis, je ne vois pas un administrateur dire non, écoutez monsieur, vous êtes gentil, nous les questions environnementales, non, c'est impossible. C'est pas notre sujet. Donc, même si alors les questions sociétales, tout le monde vous dira il y a du chemin à faire encore. Mais
Mais c'est quelque chose qui est très porté par les administrateurs salariés. Même si, vous souriez parce que vous avez organisé un colloque passionnant sur la place de la biodiversité et ces sujets, on voit que ce sujet n'est pas négligé, mais il est pas mis en haut de la pile quand même, il faut le préciser. Il n'est pas encore complètement en place au cœur de la stratégie de l'entreprise, mais le temps fait son travail. On voit quand même une évolution flagrante, puisque sur le dernier baromètre que nous avions produit suite aux dernières AG, nous aurons un autre baromètre là, qui va avec sortir... l'ORS et... en 2022, je parlais du baromètre sur la composition des conseils. On voit quand même que sur le SBF 120, on a fait un x2 en termes de présence d'administrateurs salariés. On en est à 14% aujourd'hui qui sont membres du conseil. Il y a obligation ou pas ? Il y a obligation pour les entreprises en France de plus de 1000 salariés. D'accord. Et selon la taille du conseil, il est recommandé d'en avoir 2 ou 1. Mais ça, ce sont des recommandations, on va dire, des principes. Il est aussi tout aussi important pour une ETI ou une PME, d'avoir autour de la table un représentant salarié. Alors évidemment, il faut bien commencer par quelque chose. Et on voit que la loi crée des bonnes pratiques aussi. On l'a vu avec la loi Copé-Zimmermann sur 2011. La mixité, la parité pour les femmes. Et je pense que pour les administrateurs salariés, ce sera identique. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de femmes administratrices salariés aussi. Ça aussi, c'est un chiffre qu'on a eu sur le dernier baromètre, puisque près de la moitié des administrateurs salariés dernièrement nommés sont des femmes. Donc des administratrices. On n'a pas répondu à la question de la pression. Les 2 cymbales, c'est votre base, pour utiliser des mots un peu de syndicat, votre base vous dit il faut que tu dises ça. Et puis en même temps, vous avez aussi des obligations. Comment ça se passe cette relation justement entre la base et le conseil d'administration, la façon dont vous allez à la fois recevoir des informations, en donner au compte-gouttes parce que vous ne pouvez pas dévoiler les secrets du conseil d'administration. C'est une situation qui n'est pas simple quand même. Effectivement, c'est une situation qui n'est pas simple. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une pression de la base. En fait, vous portez des idées, vous avez vos idées propres, qui sont évidemment celles aussi qui sont portées par votre organisation syndicale. Mais vous êtes présenté sur une liste syndicale et après, contrairement à un délégué syndical qui, lui, va défendre vraiment les idées et porter uniquement les idées de son syndicat, vous représentez l'ensemble des salariés. C'est quand même une distinction qui est... C'est là où je voulais vous amener. Qui est extraordinaire. Vous n'êtes plus dans du corpo de négo, vous êtes vraiment dans l'intérêt général. C'est-à-dire qu'en fait, la marque du syndicat, de vous à moi, est-ce qu'elle disparaît ? Un peu, finalement. Vous avez votre côté intuitu personnel qui fait qu'elle ne peut pas disparaître complètement. Je veux dire, moi, quand je suis dans le conseil de BNP Paribas, ma personnalité profonde ne disparaît pas. Mais effectivement, vous êtes dans le cadre de l'intérêt général des salariés. Voilà, très honnêtement, alors je vais parler de mon cas, je n'ai pas de pression de la base. Simplement, ce qu'il faut bien, c'est évidemment se tenir parfaitement informé, et c'est ça qui est difficile. C'est que ce qui est très important quand vous êtes dans une entreprise de la taille de BNP Paribas, par exemple, c'est d'avoir un réseau qui vous permet d'avoir bien les remontées des infos de partout, de savoir quels sont un petit peu les sujets qui sont prégnants. Et de faire remonter ces sujets prégnants. Et la direction générale est très intéressée d'avoir ces remontées parce qu'elle n'a pas sur le maillage, elle l'a d'un point de vue juridique, mais elle ne l'a pas sur le plan humain peut-être, pour avoir une remontée aussi fine que vous lui apportez. Elle a des remontées différentes, mais quand vous êtes dans une très grosse entreprise avec beaucoup de strates hiérarchiques, vous avez forcément des filtres. Il y a des filtres, beaucoup de filtres. Des détails pratiques. C'est intéressant, il y a un ordre du jour. Enfin, j'imagine que l'administrateur salarié reçoit un ordre du jour, peut le préparer. Il n'arrive pas comme ça. Comme tous les administrateurs du conseil. On est d'accord. Il y a une rémunération pour les administrateurs salariés. L'administrateur salarié, encore une fois, est comme n'importe quel administrateur. Alors, il est effectivement salarié de l'entreprise. La question de la rémunération en tant qu'administrateur est un sujet qui est laissé libre au conseil d'administration. Je crois d'ailleurs que le club a fait des travaux dans ce sens-là. Oui, alors le club des administrateurs a fait des travaux dans ce sens. Ce qui en ressort, c'est que majoritairement, les entreprises, alors je vais parler de jetons de présence, même si c'est plus le terme consacré, mais au moins avant c'était l'expression. Voilà, avant c'était l'expression. On dit comment maintenant ? Rémunération. Mais si je parle de rémunération et de rémunération, du coup, mais ça devient un peu dingue. Ça devient un petit peu compliqué. Donc vous avez une double rémunération. Voilà. Donc, en fait, l'administrateur salarié a évidemment le maintien de son salaire, ce qui est quand même logique. C'est la moindre des choses quand même. Voilà, et la plupart des entreprises, on va dire, versent les jetons de présence. Pourquoi ? Parce que l'administrateur salarié a les mêmes droits et les mêmes devoirs et donc les mêmes risques juridiques
que les autres administrateurs. Vous risquez quoi d'ailleurs, tiens? Vous avez des risques, vous avez un risque pénal. Si par exemple il y a une faute qui est commise par le conseil d'administration, une décision qui est prise, vous pouvez avoir un actionnaire qui attaque. Alors c'est très rare, mais qui ensuite attaque individuellement les administrateurs. Donc Ah oui. il y a cette rémunération. Oui, il y a une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête quand même. Il faut faire ça sérieusement. Il faut faire ça sérieusement. Et donc rémunéré ou pas en double rémunération? Alors, moi, à titre personnel, la BNP Paribas me verse les jetons de présence. L'information est publique, vous la retrouverez dans le rapport d'activité. Et je reverse cette rémunération, ainsi d'ailleurs que la personne qui est administratrice à mes côtés, à l'organisation syndicale dont nous sommes issus. Quand on a travaillé le sujet au club des administrateurs salariés, on va dire que 90% des administrateurs salariés reversent. Il y en a parfois qui... Mais c'est du montant des jetons de présence, je mets des guillemets, de ceux qui sont véritablement... C'est exactement la même chose. C'est exactement le même montant. D'accord, ça c'est très intéressant. On est vraiment... De plein pied, de plein droit. Voilà, on est vraiment considérés comme des administrateurs comme les autres. Juste un mot, les comités de rémunération, c'est un sujet parce que c'est le petit comité à l'intérieur du conseil d'administration qui... Alors, ça n'existait pas avant, mais c'est une émanation, l'a créé pour décider des augmentations des top managers et du PDG en général. Vous en faites partie ou est-ce que... Oui, j'en fais. Qu'on se le dise calmement, ça veut dire que là, vous avez accès aux primes, aux stocks et au salaire de votre patron. Mais la politique de non, mais vous voyez ce que je veux dire. La politique de rémunération du dirigeant rentre dans les compétences du Bien conseil. Sûr. Non, mais... et donc de tout administrateur qui y participe, les administrateurs salariés comme les autres. Mais en bien effet, sûr. ça peut paraître curieux, mais la politique de rémunération doit correspondre à la stratégie de l'entreprise. Nous sommes d'accord. Donc la façon dont la politique de rémunération est articulée dans les objectifs, dans le versement des dividendes versus de l'investissement, dépend en effet d'orientations stratégiques qui sont prises en conseil. Moi, je le dis un peu vite, mais c'est vrai que vous avez le regard, enfin, vous avez un chiffre qui correspond à la rémunération, voilà. plus prime et plus stock et plus bonus s'il y a. Mais c'est tout à fait transparent, c'est-à-dire que cette rémunération est énoncée en assemblée, donc il n'y a pas de... Oui, c'est d'ailleurs ce qui rend la chose très transparente, puisque vous êtes administrateur salarié et vous avez accès en toute transparence. Non, ma question était double, vous auriez pu être exclu, la loi aurait pu exclure l'administrateur salarié de ce fameux comité de rémunération, mettant vraiment une capsule, une sorte de voile noir sur les salaires. Alors je vais vous répondre, le code de gouvernance AFEP-MEDEF a fait le contraire. Il demande aux entreprises qui sont adhérentes au COP AFEP-MEDEF de nommer un administrateur salarié au comité des rémunérations. Voilà. Alors, comme l'a très bien dit Karine, les rémunérations des dirigeants sont totalement transparentes. Vous les retrouvez sur les rapports d'activité. Ce que fait le comité des rémunérations, c'est qu'il vérifie que les rémunérations versées sont correctes, sont conformes. Est-ce qu'il faut inclure ou pas des objectifs RSE, les augmenter Ça, c'est dans les tuyaux, ça. Stock options, etc. Voilà, c'est plus que dans les tuyaux. Oui, c'est très avancé. C'est déjà en place. Un mot, ça vous a apporté quoi, vous? Puisqu'on a démarré l'émission, j'ai précisé, entre-temps, votre carrière avait progressé, au-delà de l'agence dont vous avez été le directeur, vous avez fait plein d'autres choses, mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que vous vous revoyez revenir sur la salle des marchés dans une agence bancaire de la BNP. Enfin, vous avez pris des responsabilités, vous vous êtes bonifié, densifié sur le plan du contenu. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors écoutez, vous touchez un point sensible la reconversion d'un syndicaliste, dont on débat très souvent au club des administrateurs salariés, qui est et la poursuite de la carrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après être monté si haut, si je peux me permettre. D'autant que c'est un sujet qui est, pour en avoir discuté avec plusieurs présidents de conseils et administrateurs, c'est un sujet qui est aussi un petit peu nouveau pour les conseils d'administration des entreprises, parce que c'est une fonction qui est en train de prendre de l'ampleur avec le nombre, comme Karine l'a très justement précisé. Et également, on va dire qu'auparavant, c'était administrateur salarié, c'était quelque chose qu'on faisait plutôt en fin de carrière. Oui. Ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'est pas tout à fait votre cas. Moi, j'ai 56 ans. Donc ouais, mais enfin, vous avez encore... bon, après, on ne sait plus à quel âge... Vous êtes très jeune, alors. Voilà, merci du compliment. Donc, pour vous répondre très clairement, oui, je me vois revenir à un poste opérationnel. Il va vous manquer quelque chose, parce que c'est grisant intellectuellement. Je ne parle pas de l'aspect très prestigieux de l'affaire, mais intellectuellement, c'est grisant.
valorisant ce que vous faites. Intellectuellement, c'est très valorisant, Bah ouais. oui, parce que vous êtes à la source de la décision Mais et au évidemment. contact de gens de très bon niveau, oui, c'est clair. Luc peut être demain un administrateur indépendant dans une autre C'est ça. conseil, Ça, c'est intéressant. finalement. C'est-à-dire que vous pourriez C'est possible. le recycle, je mets des guillemets, mais il a terminé, c'est quoi, c'est 3 ans la durée de votre mandat Alors, au Conseil ? c'est un mandat de 3 ans. 3 Le ans, mien hein. se terminera en 2024, mais c'est déjà mon 2e mandat et après, je peux me représenter, enfin, si mon organisation me... Donc c'est renouvelable à l'infini. Alors, à l'infini, je ne sais pas, mais vous pouvez le renouveler, oui, parce que sachant que, honnêtement, faire un mandat... C'est pas assez. C'est pas raisonnable. Il faut, Au moins 2. Je pense qu'il faut au moins 2 mandats parce que la prise de compétence est très longue. Ah, on est d'accord. Oui, Et le besoin de formation également. La prise, on le ressent dans les certificats que nous faisons, notamment avec Sciences Po, le certificat des administrateurs. Oui. Un fort appel d'air des administrateurs salariés avec une demande de formation justement pour s'outiller, comprendre à la fois les textes, les pratiques et puis la posture qu'il faut avoir pour pouvoir bénéficier pleinement de leur passage. C'est un choc triple dans la posture, mais aussi dans le contenu. Donc au départ, vous avez tâtonné comme tout administrateur, parce qu'il faut quand même l'ordre du jour, il faut l'analyser, il faut voir qu'est-ce qu'on veut vraiment dire, les mots sous les mots, enfin le décryptage. C'est pas si simple. Ah, c'est pas si simple, je vous le confirme. Vous avez, quand vous arrivez... non, mais c'est pas que s'asseoir et écouter poliment ce que des gens intelligents racontent. Vous le pouvez, mais du coup, vous n'apportez rien. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement bien comprendre ce qu'on attend de vous, la façon dont ça fonctionne, parce qu'il y a tout un tas de codes de fonctionnement à comprendre. Et puis surtout, et c'est là ce que souligne Karine, c'est très important, faire la formation. Enfin, moi, j'ai eu la chance de faire la formation IFA en association avec Sciences Po. Ça apporte beaucoup parce que ça vous permet de vous densifier quand même sur un plan technique, juridique, de bien comprendre, d'avoir des simulations, de vous donner un peu d'assurance. Et c'est pour ça qu'il est extraordinairement important. La loi donne une possibilité de 40 heures de formation par an aux administrateurs salariés, ce qui est honnêtement ce qui est pas mal. 40 heures de formation, c'est vraiment correct. Mais moi, j'invite toutes les entreprises qui ont des administrateurs salariés ou qui vont... à aller les former. À les former et surtout à ne pas se bloquer sur ces 40 heures par an. C'est-à-dire, pourquoi pas faire 60 heures ou 80 heures même la première année, quitte à ne faire que 20 heures les années suivantes. Juste un mot, ça a été mon cas et ça a vraiment été... Qu'est-ce qui vous était le plus utile dans la formation? Parce que j'ai une dernière question à poser à Karine Donienso sur peut-être le législateur, si l'Assemblée arrive à marcher sur ses 2 pieds. Mais qu'est-ce qui vous était le plus utile? La posture, la technique? De quoi vous aviez le plus besoin? Alors... des côtés de renfort technique et juridique et surtout connaître d'autres personnes qui sont administrateurs, salariés ou pas, et mettre le pied dans le réseau IFA qui est vraiment une aide extraordinaire. Un soutien. La loi, peut-être qu'il faut aller plus loin. Vous l'évoquiez, vous avez soulevé le débat des ETI qui n'ont pas 1000 salariés mais qui sont des belles entreprises. Et comment on fait là? Pour l'instant, la loi ne les oblige pas à le faire. Alors avant la loi, je dirais la pratique doit aller plus loin, puisque lorsque la loi commence à rentrer en jeu, c'est que la pratique n'a pas été assez rapidement. Donc on n'a pas forcément besoin de légiférer pour que les conseils se passent bien, au contraire. Donc oui, nous on pousse ardemment pour que les administrateurs salariés soient au sein des conseils d'administrateurs. On l'a vu avec la crise sanitaire, la question du capital humain est devenue essentielle. Les administrateurs salariés portent ces enjeux-là. On a parlé de l'aspect social et sociétal sur lequel ils ont beaucoup à apporter aussi. Donc ils sont tout à fait en phase avec les enjeux actuels et finalement l'évolution de la mission même de l'administrateur dans un conseil qui est devenu de plus en plus complexe. Donc j'ai l'impression que vous voyez bien quand même Hugues rempilé, comme on disait au temps de l'armée, parce qu'après tout c'est une charge qui vous passionne. Enfin, c'est la façon dont vous en parlez, vous êtes habité par cette fonction. C'est quelque chose qui effectivement me passionne. Puis à côté, vous êtes aussi membre de conseiller au prud'homme. J'ai pas du tout le côté armé, donc, mais je le remplirai volontiers si les salariés me font à nouveau confiance, oui. Et juste le regard, là, autour de la table, est-ce que vous avez vu des regards, l'évolution des regards, la façon dont on vous a regardé la première fois et aujourd'hui? Est-ce que vous avez toute votre place, même si juridiquement, vous êtes de plein droit? Écoutez, je pense, en tout cas, j'ai vraiment de très bonnes relations avec les administrateurs de BNP Paribas et aussi avec le président et le directeur général, donc oui. Karine Donienso, en tout cas, moi, conclusion. ce que je peux vous dire, c'est qu'on donne complètement la place à la voix des administrateurs salariés à l'IFA et en particulier sur le prochain rendez-vous, le 24 novembre prochain, sur la journée des administratrices et administrateurs, où on aura une table ronde où encore ils seront extrêmement présents parce qu'encore une fois, ça fait partie des évolutions et des bonnes évolutions du Conseil. Et je trouve que c'est aussi une manière
de parler différemment du syndicalisme pour sortir des images parfois un peu caricaturales que révèlent les médias, mais qui sont celles qui se passent parfois devant nos yeux. C'est une autre manière, je pense, de parler de dialogue social. Vous êtes d'accord avec cela ? Oui, alors sachant que finalement, oui, on est sur, on est sur un fil parce qu'on n'est pas juridiquement sur du dialogue social, mais c'est vrai qu'on porte la voix des salariés. Donc oui, c'est un mode de dialogue social un peu différent. Ouais, c'est tout nouveau. Je suis très heureux d'avoir fait cette émission parce que c'est aussi l'occasion de donner la parole à ces administrateurs salariés portés par l'IFA, qui est une nouvelle génération de syndicalistes. On peut peut-être les définir de cette manière. Merci à vous, Hugues Epaillard, d'être venu de Marseille, hein, parce que vous avez fait un petit peu de route là. J'ai fait un petit peu. Enfin, de train. Pas fait de route, j'ai fait du train. Mais oui, bien sûr. Pas de vélo, non, quand même. Ça fait loin. Administrateur salarié, BNP Paribas, coprésident du club des administrateurs, donc des salariés de l'IFA, et vous êtes membre du SNB, CFE, CGC. Puis merci à Karine Deniensos, vous êtes la directrice générale de l'Institut français des administrateurs, avec beaucoup de choses, notamment ces documents qui sont extrêmement pratiques, identification et gestion des conflits d'intérêts au sein d'un conseil d'administration. Celui-ci, il est sensible et il est à lire. Et puis la gouvernance des scale-up 2022, ça aussi, on parle beaucoup des scale-up, ces entreprises qui cartonnent. Les entreprises de demain. Les entreprises de demain, celles qui créent de la valeur et de l'emploi. Merci à vous deux. On va terminer avec Fenêtre sur l'emploi et on va parler des compagnons du Tour de France. Alors, je ne sais pas s'il y a des salariés dans le conseil d'administration, mais c'est une belle institution. On en parle tout de suite.